En belle boutique fleurs, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit penche et puis, à un pays comme ça, seul bagaille plus dit, c'est en paradis. Grand bambou penché, flûte en bas là, dalica clairé, la mer toujours blé, sous les cafés. C'est en 1805 que Joséphine fait construire à proximité du château de Malmaison, maintenant musée national de Malmaison, une demeure à l'écart du domaine, la Petite Malmaison. La Petite Malmaison devient alors la promenade favorite de Joséphine, qui y cultive sa passion pour les plantes. Quelques années plus tard, c'est le grand lifting. L'architecte Berthaud, préféré par l'impératrice, remodèle le château. Au sud, son entrée principale est encadrée de vasques et d'un auvent. Au nord, la façade est rythmée par des statues antiques. Enfin, à l'ouest, une nouvelle aile est construite pour accueillir dès 1827 la salle à manger d'été. C'est la même légèreté que l'on retrouve à l'intérieur, avec les deux colonnes en pierre marbrière de brèche violette dans l'entrée en rotonde, ou encore le remarquable parquet en bois d'ébène et de citronnier, unique pièce du célèbre ébéniste Jacob Desmalter. Dans le grand salon, les 7 fenêtres sont surmontées des tout premiers moulages au monde, reproduisant la frise du Parthénon d'Athènes. Un buste d'Hortense y évoque également la légende de l'impératrice, donnant le prénom de sa fille à la plante Hortensia. Le château est aussi connu des amateurs de botanique. Joséphine y fit construire une serre chaude, tout à fait novatrice pour l'époque. Elle y acclimatait les fleurs de sa Martinique natale. Une maquette de cet incroyable ouvrage, aujourd'hui disparu, est à découvrir sur la terrasse du château. Côté jardin, c'est aussi à Berthaud, à qui l'on doit les réaménagements du parc. Bordé de résineux tels que des cyprès chauves et un bel hêtre pourpre, l'étang reflète les façades du château. En empruntant le pont menant à l'aile sud, on rejoint des parterres de fleurs rares aux pétales colorés. Un bassin décoré d'une jolie marquise ouvre vers une allée. Sa perspective se ferme par un temple de l'amour datant du XIXe siècle. Enfin, un potager récemment recréé termine la promenade. Notons que l'ensemble du jardin respecte la biodiversité par sa gestion naturelle. Mais l'une des curiosités de la Petite Malmaison reste ses pélargoniums. Exposés au pied de l'escalier principal, ces plantes ont la particularité de dégager un parfum étonnant quand on touche leur feuillage. Joséphine en avait une importante collection, importée d'Afrique du Sud. Classée monument historique et labellisée zone naturelle sensible, la Petite Malmaison reste encore aujourd'hui un lieu de réception. La famille Czarnecki, propriétaire du château, y accueille des concerts, des événements privés et des expositions. Faisant de ce château une maison animée dédiée à la nature, elle perpétue ainsi l'esprit de Joséphine, qui recevait ici ses hôtes de qualité. Avec nous, Hector Elisabeth, sociologue, Serge Pin, historien, un des responsables de la société qui gère la pagerie, Hélène Destin, historienne et aussi férue en maçonnerie, et Marcelino Ayotz, qu'on entend régulièrement tous les matins. Tous les jeudis matins à RCI, il donne des cours d'horticulture. On ne pouvait choisir que lui pour l'horticulture et Joséphine de Bornay. Alors, comment se fait-il que cette dame ait introduit autant de plantes en Europe,
venant de Martinique et qu'ici on ne le sache pas? Alors, il y a quelques plantes qui venaient de Martinique, mais il y a beaucoup de plantes qui venaient du monde entier, parce qu'elle était passionnée de botanique, passionnée d'horticulture, et elle profitait un petit peu du fait que Napoléon était en guerre avec beaucoup de pays pour aller faire des prises de guerre dans les jardins botaniques de pays européens qui étaient un peu plus avancés que la France sur l'horticulture. Et alors, elle a fait venir... Elle a quand même envoyé des chercheurs en Australie, puisque il paraît qu'à la Malmaison, à une époque, il y avait des kangourous, il y avait un parc animalier énorme. Alors ça c'est au niveau animaux, Australie et Nouvelle-Hollande. Mais il n'y avait pas de prise de guerre en Australie. Non, mais alors c'était un peu l'épopée des grandes, enfin c'était un peu la fin des grandes campagnes d'exploration de pays lointains, et on continuait à... Enfin, les Anglais étaient plus en avance sur nous sur l'introduction de plantes et d'animaux exotiques qui venaient de loin, et Joséphine profitait un petit peu du fait qu'elle soit impératrice depuis 1804 pour jouer un peu de son importance, pour récupérer des plantes et des graines et des animaux de tous ces pays et de tous les retours de voyages d'explorateurs. Mais alors, et dernière chose, pourquoi elle a fait venir en France en grande quantité des ananas, des bananes qu'on appelait figues. Pourquoi figues d'ailleurs? Alors, figues, je ne sais pas pourquoi. Les figues, c'est des figues, ce qu'on appelle figue en France, c'est un petit fruit rond qui vient de l'arbre qui s'appelle Ficus carica, qui pousse plutôt dans le sud de la France. Alors, c'est vrai qu'en Martinique, on appelait les bananes dessert, les petites bananes, on les appelait figues. Donc, elle a continué à les appeler figues en parlant de bananes, parce qu'elle venait de Martinique, mais en aucun cas la banane s'appelait en métropole figue. C'est les originaires d'outre-mer qui ont tendance à appeler les figues comme ça. Et alors, comment expliquer que sa mémoire, son nom, reste accolé aux roseraies? Alors, elle était particulièrement attachée aux roses, et elle a fait énormément de choses pour la culture de roses. On a développé énormément de variétés de roses avec la bonne volonté de Joséphine, mais elle a fait aussi beaucoup de choses pour d'autres plantes. L'hortensia, que tout le monde connaît, qui est un hydrangea dans la famille, porte le nom de sa fille, d'une de ses filles, Hortense. Et donc, c'est devenu une plante connue qui s'appelait Hortensia. Et elle a fait beaucoup de choses pour plein de plantes. C'est la première à avoir introduit l'hibiscus, que tout le monde connaît aujourd'hui aux Antilles. Mais la première fois qu'un hibiscus est arrivé en Europe, c'est chez Joséphine. C'est pas forcément elle qui l'a introduit, mais chez elle. Moi, j'ai découvert qu'elle a rentré aussi les philao, qu'on connaît ici bien, les arbres qui poussent au bord de mer, qui viennent de Nouvelle-Zélande. Et ce serait elle qui aurait introduit ça en Europe en 1804-1805. De là, c'est reparti après par le biais des jardins botaniques. Elle a été à l'origine de la promotion de plein de jardins botaniques. À Nice, la plupart des plantes tropicales de Nice, ça vient de la Malmaison. De Lyon, de Nîmes, de tous les jardins botaniques, elle a poussé à avoir des jardins botaniques pour faire connaître les plantes exotiques. Et ça a été quand même une volonté de sa part, une passion de sa part. C'était vraiment de la passion et de l'amour pour les plantes. Napoléon était souvent en balade et souvent en guerre, et elle s'occupait de ses jardins. Elle compensait peut-être un petit peu par les plantes. Non, mais cela étant, c'était vraiment une femme savante, etc. D'ailleurs, tu me disais hors antenne que l'année dernière, je crois, il y avait une exposition Joséphine et l'horticulture et la botanique. Alors, il y a eu toute une liste de plantes et toute une exposition qui a été faite sur le nom j'ai plus le nom de l'exposition exact, mais à la Malmaison, avec la liste de toutes les plantes et de tout ce qu'elle a participé à introduire, les acacias à Nice, le philao, l'hibiscus. Enfin, il y a des centaines de plantes. Je crois qu'il y a plus de 600 à 800 plantes qu'elle a été la première à transiter par la Malmaison pour repartir dans les autres jardins botaniques. Donc, c'est quand même relativement important pour l'horticulture en France et l'horticulture en Europe. Mais alors, je suis désolé, schéma, oui, c'est pour lapider. Comment se fait-il qu'en Martinique, on n'en ait pas parlé? Parce que toi, là, tu es le patron de l'horticulture, enfin, le plus connu des horticulteurs.
Mais il y a plein de choses, il y a mais plein d'épopées. pourquoi n'en avoir pas parlé? Bon, parce qu'on ne peut pas tout raconter non plus. Joséphine n'a pas eu très bonne presse en Martinique pour des raisons diverses et variées. Sur l'horticulture, c'était complètement inconnu, toute cette passion pour l'horticulture. Il y a plein d'autres choses, il y a plein de gens qui ont participé à l'horticulture, il y a plein d'introductions de plantes qui ont été faites en Martinique, il y a eu plein d'histoires à raconter en Martinique sur l'introduction de toutes les plantes, en commençant par le cocotier, par l'arbre à pain, par tout ça. Ça, c'est pas Joséphine, mais c'est à peu près la même époque. L'arbre à pain, c'est à peu près la même époque que Joséphine. C'est les Anglais qui ont introduit, et il y a eu toutes les plantes qu'on voit aujourd'hui en Martinique sont des plantes qui ont fait le tour du monde et qui ont voyagé énormément. Entre nous, il y aurait de quoi être fier. C'est-à-dire qu'une de nos compatriotes a colonisé la France. Créolisé. Oui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes célèbres en Martinique qui ont participé à l'essor de l'Europe et à l'essor de l'histoire de la France en général. Alors, dans cette histoire, dans cette affaire de créolisation, effectivement, Joséphine a quelque part créolisé la société plus que parisienne, française, etc. Et puis, vu le métier de son mari, Napoléon, donc c'est le monde entier. Alors, Hélène Destin, vous êtes intéressée un petit peu à cette action de Joséphine sur la société, sur son rôle de mécène des artistes, etc. Alors, pourquoi qu'est-ce qu'elle a fait en fait? J'ai travaillé sur Joséphine, donc sur certains points, et notamment sur son appartenance à la franc-maçonnerie, et aussi sur effectivement ce qu'elle a fait du point de vue de la mode, ce qui peut être intéressant, même si on peut trouver cela comme sujet superficiel, mais il n'empêche qu'elle a eu un rôle extrêmement important, étant une égérie de la mode, au même titre que Madame Tallier ou Madame Récamier, et en introduisant, et surtout qu'en plus, on est sorti un peu de la terreur, de la Révolution, et qu'on passe à l'Empire. Il fallait redonner du lustre à l'Empire, où les femmes, effectivement, ne s'intéressaient plus tellement à la mode, et il y a eu des journaux qui sont sortis, le journal de mode qui est sorti. Oui, c'est de cette époque que datent les premiers journaux de mode. Tout à fait, qui sont les ancêtres en fait des magazines féminins, enfin on dit féminins parce que ce sont surtout les femmes, des magazines actuels, et mais surtout elle a été également à l'origine surtout avec Madame Tallier et Madame Récamier des modèles qu'elle a portés, c'est-à-dire les robes qu'on appelle robes empire d'ailleurs. Qui sont des robes Gaulle. Oui, en fait, la robe empire, c'est notre robe Gaulle. Un peu, mais il y a quand même, elles sont coupées en dessous des seins, en fait, en dessous de la poitrine, et donc quelque part, les Gaules sont larges carrément, tandis que là, il y a quand même un balconnet. Parce qu'il fallait un balconnet pour soutenir les petites poitrines françaises, tandis que la femme antillaise étant opulente, il n'y a pas besoin de tout ça. Oh, ça, je n'en sais rien. Non, mais il faut dire la vérité. Je n'en sais rien. Hector, n'est-ce pas vrai? Bon, les morphologies ne sont différentes. Voilà. Donc en fait, il y avait ce type de robe, effectivement, qui était très spécifique, parce qu'en plus, elle avait une passion pour les belles toilettes. Et ça, alors même qu'elle était désargentée, elle trouvait le moyen d'en avoir. Et c'était véritablement... elle a été l'une des premières égéries et icônes de la mode, effectivement, en lançant ce style. D'ailleurs, elle est à l'origine du développement d'un grand joaillier, vous m'aviez dit. Alors, elle est surtout, effectivement, là aussi, à l'origine de la création d'un certain nombre de bijoux, parce que là aussi elle aimait beaucoup les bijoux, et notamment le bijou, le diadème qu'elle portait sur la tête. Et donc il y a eu un certain nombre de bijoux qui lui ont été offerts effectivement par Napoléon. Napoléon avait effectivement un bijoutier, un artisan bijoutier, joaillier, qui était effectivement l'ancêtre de la bijouterie Chaumette, en fait, du joaillier Chaumette. Alors évidemment, il ne s'appelait pas Chaumette au départ. C'était un artisan. Rien à voir avec l'homme politique martiniquais. Non, pas du tout, rien à voir avec l'homme politique martiniquais, mais je pense que les Martiniquaises et les hommes martiniquais qui offrent des bijoux à leurs femmes doivent savoir ce que c'est que les joailliers Chaumette, ou Chaumet, je dis comme on veut, et qui effectivement a lancé d'ailleurs, il y a quelques années,
pour le 150e anniversaire une collection Joséphine reprenant en fait le diadème sous diverses formes, le diadème véritablement, mais également les bagues, etc., les bijoux, les bracelets, etc. Et donc elle était effectivement à l'origine de cela. Napoléon étant... Donc c'est une créolisation. Et alors pour la petite histoire, il y a un détail dont on ne parle pas beaucoup d'ailleurs non plus. Elle a été à l'origine de ce qu'on a appelé les créoles. Ces grandes... Les boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles, cet anneau, qui n'a rien de créole, qui est tout simplement un bijou assyrien que l'on retrouve dans des tombeaux assyriens et qui servait de porte-bonheur pour les morts. C'était un bijou mortuaire. Mais bon, c'est arrivé aux Antilles, ou alors peut-être que lors de ses conquêtes, Napoléon a visité quelques tombeaux et a trouvé ces choses, et elle a apporté ça, et du tout est née la créole. Les créoles, mais c'est ça. Bon, alors, vous voyez que c'est quand même une ambassadrice, elle a créolisé la société française. Je veux rajouter, il y avait son amour, sa passion pour les bijoux, pour les robes, mais aussi pour l'autre aspect, c'est qu'elle servait aussi de mécène à Napoléon, aux besoins de développement économique, de commerce, à travers cette mode qu'elle impulsait, la mode française en Europe. Et aussi faire entrer des devises pour la France. Donc elle a joué ce rôle avec aussi Napoléon dans son désir de conquête sur le monde aussi. Alors donc il n'y a rien de nouveau quand par exemple Sarkozy allait avec sa femme visiter et puis elle représentait la mode française, etc. C'est la même chose. C'est intéressant. Elle a été novatrice. Elle a été utilisée aussi pour le développement du commerce, de l'industrie. Et puis aussi, bon, on n'a pas parlé au niveau de la musique. La Malmaison, elle avait un théâtre à la Malmaison. Elle avait tous les artistes, autant au niveau du théâtre qu'au niveau de la musique, se produisaient d'abord à la Malmaison avant d'essaimer en Europe. Elle servait là encore de mécène au niveau musical, au niveau artistique. Donc c'était le lieu de référence, il fallait passer à la Malmaison. Et vice-versa. Et vice-versa, pourquoi? Parce qu'en Martinique, du côté du François, c'est à cette époque-là qu'est née la haute taille. Et la haute taille qui est un héritier du menuet, des danses de machin, de cette époque-là. Donc là au moins, on a récupéré quelque chose. Mais il y avait aussi la partie un peu salon, partie sur laquelle vous aviez commencé à parler, Hélène, sur cette question d'animatrice qu'elle jouait dans les salons, et notamment c'est ce qui a fait dire, et ça a été vérifié, qu'elle appartenait à la franc-maçonnerie, donc aux loges, etc. Donc c'était en même temps une femme savante. Alors revenons à cette action de Joséphine dans la franc-maçonnerie. Était-elle maçonne? Oui, elle était franc-maçonne, puisqu'il a été retrouvé. Alors, on a pensé au départ qu'elle a été initiée dans une loge maçonnique à Strasbourg, lors du séjour de son mari, Alexandre de Beauharnais, en 1792. Alexandre de Beauharnais qui était lui-même franc-maçon. Alexandre de Beauharnais qui était lui-même franc-maçon, ainsi que son frère, donc premier mari de Joséphine, son frère aîné François, marquis de Beauharnais, était également franc-maçon et membre de certaines loges, qu'on appelait la loge Sainte-Sophie, la loge Fidélité. Et Joséphine, elle, prenait l'habitude, effectivement, quand elle écrivait, de mettre un certain nombre de signes qu'on pourrait qualifier de maçonniques, quand elle écrivait toujours le Walto. Elle n'était pas encore initiée, mais elle faisait rôle. Bon, apparemment, c'est ce qu'on disait. Alors, donc, en fait, mais on a découvert effectivement qu'elle a été initiée, non pas en 1792, mais en 1790, et non pas à Strasbourg, mais à Lyon. En fait, le 10 septembre 1790, dans une loge à Lyon. On a retrouvé d'ailleurs un extrait du texte du courrier de Lyon, du samedi 25 septembre 1792, où on découvre qu'elle a été initiée dans une loge. Alors, c'était ce qu'on appelait en fait au départ des loges d'adoption,
puisqu'on ne parlait pas de maçonnerie féminine au départ. Et elle a eu une action pour développer en fait cette maçonnerie féminine. Et d'adoption, ça veut dire quoi, adoption? Alors, les loges d'adoption se définissent comme des loges féminines qui sont créées sous le parrainage d'une loge masculine et qui fonctionnent sous le contrôle hiérarchique plus ou moins affirmé de celle-ci. On parle d'ailleurs de maçonnerie des dames, où on a des sœurs, les femmes, les cousines de maçons qui sont initiées et qui viennent. Alors, c'est vrai que c'est une maçonnerie un peu particulière dans la mesure où on parle avec des termes très fleuris, effectivement, parce qu'on considérait en fait que les femmes ne pouvaient pas être maçonnes. C'était infantiliser un petit peu la femme, non? C'est un peu ce qu'on fait de manière habituelle, puisqu'il est considéré que de toute façon, et d'ailleurs c'est l'un des articles de la Constitution d'Anderson, texte fondateur de la franc-maçonnerie, que l'admission à une loge est interdite aux femmes comme aux esclaves ou aux hommes immoraux ou scandaleux. Mais il faut se resituer également dans un contexte. Puisque les femmes, en fait, étaient cantonnées à une sphère privée, et même lorsque Hector parle de salon, mais elles sont bien, effectivement, cantonnées à un rôle bien particulier, effectivement. Donc, essayer, effectivement, d'introduire pour les femmes et entre elles un certain nombre de ce que vous avez appelé tout à l'heure les femmes savantes, hein, donc bon, discuter d'art, etc. Mais c'est vrai qu'il leur est interdit, en tout cas, d'être maçon. Mais les loges d'adoption, en dépit du fait que bien des maçons considèrent qu'on ne peut pas parler de maçonnerie en parlant de loges d'adoption, mais les loges d'adoption sont les ancêtres, effectivement, des loges féminines. Et à ce titre, il m'a semblé intéressant, effectivement, de faire ces recherches sur Joséphine, parce que elle était membre de loges d'adoption et elle a contribué à faire progresser cette maçonnerie des dames, ces loges d'adoption, pendant tout le temps où elle a été mariée à Napoléon. Puisqu'en fait, les loges d'adoption ont commencé avant la Révolution, et sous la Révolution, et notamment la Terreur, elles ont été effectivement mises sous le boisseau, à la limite même totalement décimées, et reprises en fait, après, au moment de l'Empire, donc dès 1804, puisque Napoléon en fait entretenait des relations extrêmement importantes et extrêmement avec une mainmise. Pardon? Avec même une mainmise sur la franc-maçonnerie, puisque tout son entourage était maçon, ses parents, ses sœurs, etc. Tout son entourage était maçon. D'ailleurs, il y a un tableau qui est remarquable, c'est le sacre. Oui, tout à fait. Où jamais on voit un dirigeant avec autant de francs-maçons autour de lui. Tout à fait. C'est bon. Sauf peut-être Mitterrand. Oui. Non, je pensais que tu allais dire Hollande, mais enfin bon, non, bon. Juste, il ne faut pas oublier, on parle du rôle de la femme, il ne faut pas oublier que la femme n'a eu le droit de vote que 150 ans après. C'est quand même, il y avait une condition particulière, on mettait un peu les femmes de côté. Ce n'est que 150 ans après Joséphine que les femmes ont eu le droit de vote. C'est quand même pas rien. Il n'y a pas bien longtemps. En belle boutique fleur, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit penche et puis, à un pays comme ça, c'est le bagaille plus dit, c'est en paradis. Grand bambou penché,